bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture qui sera en même temps l'occasion pour moi de faire le bilan du Villains Books Challenge. Alors quand je dis de mes lectures du mois, c'est du mois d'octobre principalement. On va aussi parler de une lecture du mois de novembre puisque le Villains Books Challenge allait jusqu'au 15 novembre, c'est-à-dire demain pour moi qui tourne cette vidéo le 14. Bref, et puis je sais à peu près où j'en suis du challenge et ce que je vais pouvoir faire ou non. Donc voilà. Commençons avec le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre. Il s'agissait de Lumen de C.S. Ferry, donc L'amour ne s'arrange pas, aux éditions L'Abeille Bleue. Et ce livre en fait je l'ai abandonné. Voilà. Je me suis arrêtée là, j'ai lu ça et ça j'ai pas lu. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Avec Lumen on suit une reine qui est mi-humaine, mi-étoile et qui doit composer avec son statut de reine dont elle a hérité beaucoup trop tôt et son statut de étoile avec donc des pouvoirs qui sont liés à sa race, j'ai envie de dire. Voilà. Et pourquoi j'ai abandonné ce livre? Parce que je crois que je ne suis pas le public, que j'avais l'impression de me retrouver dans une émission style Bachelor où la fille doit choisir parmi ses prétendants son mari en fait, parce que c'est clairement l'histoire qu'il y a là, et moi ça me plaît pas. Déjà le principe de base, pourquoi une reine doit-elle avoir un roi hein, voilà. Mais bon ça on le voit partout donc à la limite on peut passer là-dessus, mais je vous assure qu'on était dans un truc beaucoup trop... Enfin pas pour moi en fait, moi je n'aime pas les émissions de télé-réalité, encore moins celles où il s'agit d'amour. Pour moi l'amour ça doit passer, c'est pas comme ça hein. Donc voilà, ça peut être très rigolo mais c'est pas pour moi, donc voir ça dans un livre, non ça ne m'a pas plu, voilà pourquoi j'ai abandonné. Pourtant j'avais les meilleurs espoirs en ce livre, mais c'était pas le moment, je ne suis pas le public, bref. Voilà, c'est tout ce qu'on dira. Peut-être qu'un jour je le continuerai parce qu'honnêtement je me souviens très bien des premières pages lues. J'en ai lu, je sais pas combien, j'en ai lu un petit peu moins de 150 sur 400 je sais pas quoi là, voilà 470, donc et je me souviens de ces premières pages, je sais que si je devais reprendre le livre là maintenant, j'aurais aucun problème à relier les fils de l'histoire, là vraiment sans problème, mais je peux pas, je ne peux vraiment pas, je suis désolée, je peux pas. Le second livre que j'ai lu en octobre, c'était le premier tome des Gardiens de Sandra Moyon aux éditions Plume Blanche. Donc moi Sandra Moyon je la connaissais pour sa trilogie Les Autres que j'avais adorée. Et donc là on a une duologie, donc voici le premier tome que j'ai lu, où il est question de gardiens, donc Ina et Maël, ils sont les deux seuls et uniques gardiens. Les gardiens c'est quoi? Ce sont des personnes qui nous protègent des ténèbres. Et les ténèbres sont déclenchées souvent ou appelées et contrôlées par les enchanteurs. Et les enchanteurs ayant disparu, a priori il n'y a plus trop besoin de gardiens, c'est pour ça qu'il en reste que 2. Sauf que comme on vous dit dans le résumé, le mal ne disparaît jamais. Bah ouais, ça c'est sûr. Et en plus, dans ce roman, vous avez la limite, la frontière entre le bien et le mal qui est de plus en plus floue en fait, où tout se mélange parce qu'on a principalement le point de vue de Ina, donc une gardienne, mais à un moment donné on a affaire à un enchanteur et on voit bien que tout n'est pas blanc ou noir. J'ai trouvé cet univers très intéressant. Et moi je l'ai trouvé aussi innovant, je pense pas avoir vu ça ailleurs, en tout cas ce mélange si je ne l'ai pas vu, ni lu, ni quoi que ce soit. Ce que j'ai trouvé bien aussi c'est le fait que l'histoire entière elle a un déclencheur, alors il y a toujours un déclencheur pour une histoire, hein, un élément déclencheur. Et là le déclencheur il est vraiment minuscule, c'est un petit grain de sable où vous vous dites ouais bon c'est une petite histoire du début, mais en fait l'autrice en fait quelque chose de beaucoup plus important où on va en reparler tout au long du roman et finalement ce déclencheur il a une importance vraiment très grande et on s'en doute absolument pas et donc vous pourrez pas deviner de quoi il s'agit puisque voilà, ou si, enfin bref vous verrez, lisez-le de toute manière. L'intrigue elle prend de l'ampleur au fil des pages au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et j'ai trouvé ça très intéressant. Les personnages sont aussi assez bien développés je trouve. Alors pour ce qui est de l'héroïne il y a quelques petits trucs auxquels je m'attendais donc voilà c'est bon. En revanche il y a un twist final qui est des plus inattendus
Et donc il appelle la suite, hein, clairement, sauf qu'à l'heure qu'il est là tout de suite, je m'en souviens plus. Mais je sais que j'avais noté que le twist final est inattendu et que je voulais absolument lire la suite. Et je suis sûre que si je lisais les quelques dernières pages, je m'en souviendrai aussitôt parce que c'est comme ça, voilà. Et de toute manière, je veux lire la suite puisque c'est une duologie, donc voilà. Et que j'ai mis à ce premier tome la note de 16,5 sur 20, ce qui est ma foi une très bonne note, hein, on va pas se le cacher. Alors ces deux livres étaient pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais pas du tout dans le Villains Books Challenge. Maintenant on arrive au premier livre que j'ai lu pour ce challenge des vilains Disney. Il s'agissait de Destiner un nouveau départ, donc c'est le premier tome, de Lucie Bernasson aux éditions Elixiria. Je l'ai lu pour la catégorie Cruella d'Enfer, pour laquelle il fallait lire un tome d'une saga de 3 ou plus livres. Donc là c'est sur une trilogie, je l'attaque, donc voilà. Pour ce qui est de l'histoire, on suit Lenya qui est une jeune fille qui vit dans un monde aseptisé, j'ai envie de dire, ou plutôt assourdi. Ils vivent sous des dômes et dans ces dômes, sous ces dômes, on ne peut pas entendre la musique, on ne peut pas entendre la moindre mélodie, ne serait-ce que celle qui est faite par le vent, ne serait-ce que celle qui est chantée par les oiseaux. On ne peut rien entendre de tel. Pourquoi ? Parce que cela semble être quelque chose de catastrophique, quelque chose de très douloureux. Quand on entend un chant, une mélodie, pour les humains, ça leur provoque un terrible mal de tête. Donc voilà pourquoi on a créé ces dômes, un petit peu pour protéger l'humanité, hein. Sauf que Lenya, bien sûr, elle est un petit peu différente, hein, et donc elle cherche à entendre une mélodie parce qu'elle voit bien que ça n'a pas le même effet sur elle que sur les autres. J'ai trouvé ce point du récit, enfin ce point de... Je trouve pas mes mots. Ce point de départ, ça y est, j'ai trouvé du récit très très intéressant. Tout ce qui est fait autour de la musique et du chant, c'est vraiment... l'autrice plutôt, a fait des liens auxquels on s'attend pas et pourtant quand elle les écrit, c'est tellement évident que voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien trouvé. En revanche, je ne suis pas sûre d'être le public idéal pour ce roman ou pour cette trilogie, même si je pense que je lirai la suite assez facilement. Pourquoi ? Parce qu'on a ici une adolescente de 16 ans qui rentre dans une nouvelle école. Donc on a toute une partie qui se passe à l'école, même la majeure partie en fait se passe à l'école. Ou au moins déjà, je pense que la première moitié du roman se passe exclusivement à l'école, ou quasiment exclusivement à l'école. Après bon, voilà. Et du coup voilà, vous avez les intrigues d'une ado de 16 ans quoi, avec ses copines, les filles populaires qu'il aime et qu'il aime pas, et le pourquoi du comment, le mec qui l'attire et de pourquoi il l'attire mais pourquoi il faudrait pas, enfin voilà, ce genre d'intrigues qui sont des thématiques tout à fait pertinentes quand on est adolescent ou même young adulte, qui le sont un petit peu moins à mon âge. Toujours est-il que c'est quand même très bien écrit, c'est quand même très bien fait, et que pour ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 16 sur 20. Voilà. Le livre que j'ai lu ensuite, c'était la suite et fin de Griffes d'encre. Donc j'ai ici l'intégrale, et donc moi le tome que j'ai lu c'est Cendres d'encre, donc de Lucille Chaponnet, toujours en auto-édition. C'était lu dans le cadre de la catégorie Ursula, donc il fallait lire un livre de notre pal qui nous fait grandement envie. Croyez-moi, quand on voit ce livre, on a forcément envie de le lire. Moi j'avais lu le tome 1, je l'avais adoré, le tome 2 je l'ai encore plus adoré, et donc j'avais évidemment envie de lire le tome 3. De quoi que ça s'agit? Il s'agit d'une jeune femme, une jeune femme un peu, voilà, qui travaille, hein, donc plus si jeune que ça peut-être du point de vue de certains. Bref, donc cette femme, c'est une héroïne badass de fantasy, hein, enfin d'urban fantasy. À la base elle est mercenaire, puis ensuite elle a travaillé pour une société secrète qui permet au monde non magique de rester protégé du monde magique tout en vivant à côté. Et donc elle a travaillé pour eux, mais suite à des événements tragiques qui ont lieu dans le tome 2, eh bien elle s'est un petit peu retirée parce que notre pauvre Jane, c'est son prénom, elle est déprimée, si ce n'est dépressive, et donc elle a choisi de se retirer en pleine nature, et voilà. Sauf que son passé va la rattraper, enfin son passé qui n'est pas si lointain, hein, va la rattraper. Sa meilleure amie, ça reste sa meilleure amie, donc elle a envie qu'elle aille mieux, etc. Et puis en plus elle travaille, elle, toujours dans cette société secrète.
Et donc voilà pour l'intrigue de Jane, enfin voilà pour l'intrigue, je vous en dis pas grand chose, c'est un tome 3, je peux pas. Tout ce que je peux vous dire aussi c'est qu'il y a une double intrigue, bien sûr elles vont se rejoindre à un moment donné, mais... La deuxième intrigue c'est une intrigue qui est plus scientifique et qui d'ailleurs est vue par le biais de rapports scientifiques quant à des expériences qui sont menées sur une magie d'encre, tout ce que je peux vous dire encore une fois. Et en fait ça va aller au-delà hein, parce que ces expériences, déjà on a l'intrigue des expériences et puis ensuite on a la prise de pouvoir de certaines personnes sur ces expériences et ce qu'ils veulent en faire. Donc voilà, ça c'était assez intéressant. En revanche j'ai trouvé qu'il m'en a manqué, j'en voulais tellement plus. Alors heureusement, il y a les bonus à la fin, parce que les bonus ils sont clairement excellents, surtout je crois que c'est le premier qui m'a donné envie d'adopter un chat, alors que moi les chats c'est pas forcément mon truc. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je dois vous dire. J'étais en train de vérifier mais en fait voilà. J'ai mis à ce note, cela dit, une note un petit peu moindre que les tomes 1 et 2 puisque j'ai mis seulement 16 sur 20 alors que Lucille Chaponnet, j'adore son écriture, c'est à chaque fois plein de rebondissements, vous avez tout autant d'actions que de sentiments, etc. Et là, bon, évidemment, c'est un petit peu difficile d'écrire sur sur ce qui se passe là-dedans dans ce tome 3, c'est difficile aussi de vous parler de pourquoi j'ai mis que 16 sans vous spoiler les tomes 1 et 2, mais voilà, je l'ai trouvé, en fait je crois que c'est ça, c'est qu'il m'en manquait un peu, il m'en manquait un peu plus même, j'en aurais voulu plus, j'aurais voulu plus de cette intrigue scientifique, pas seulement la suivre via ces rapports d'expérience, même si évidemment on pouvait pas, enfin le style de l'autrice qui est de prendre le point de vue de Jane, évidemment, ça sous-entend qu'elle peut pas suivre deux vies à la fois, hein, ça c'est évident. Mais voilà, j'en aurais voulu tellement plus. Mais bon, franchement, lisez Griffes d'encre, alors que ce soit en ce format-là ou sous les formats papier des 3 tomes différents. Lisez, parce que franchement, la plume de Lucille Chaponnet, je ne peux que vous la recommander. Alors ensuite, pour la catégorie Shere Khan, donc du livre de la jungle, dans laquelle il fallait lire un livre en rapport avec la personnification d'un animal, j'ai choisi La Santa Muerte de Justine Robin, donc le second et dernier tome de Rouge Sang et Noir Corbeau, paru aux éditions Le Héron d'Argent, dans une édition prestige avec des illustrations de l'autrice. Et donc là vous voyez, ça c'est Rain, donc c'est la personnification de l'animal. Rain étant le deuxième personnage principal, qui n'est autre que l'encou de notre petite faucheuse, Red Death, Amelia pour les intimes, ou moins intimes, enfin bref. Donc dans Rouge Sang et Noir Corbeau, on suit Amelia, une petite faucheuse, une apprentie faucheuse dans le premier tome, et du coup Rain qui est son encou et qui se trouve aussi accessoirement être son meurtrier. Donc voilà, dans le premier tome elle veut absolument devenir la meilleure faucheuse, la meilleure petite faucheuse pour pouvoir devenir la grande faucheuse. Ouais. Sauf que tout ne se passe pas exactement comme prévu, bien évidemment, encore une fois. Et que dans le tome 2 il est plutôt question de sa survie, hein, parce qu'elle a dû faire confiance aux mauvaises personnes au mauvais moment, et que en fait peut-être que si, peut-être que non, on sait pas. Le tome 2 il est rempli de complots, vous avez la frontière entre le bien et le mal, entre la vie et la mort qui est de plus en plus floue, alors pas entre la vie et la mort, mais entre les semeurs de vie et les donneurs de mort. Vous avez des questionnements qui sont à la limite écolo, mais genre écolo radicaliste, hein, puisqu'à un moment donné vous avez un personnage qui dit qu'on est beaucoup trop nombreux sur Terre et que donc il faudrait éliminer, je crois, 5 milliards de personnes ou un truc comme ça, mais bref. Voilà. Alors en soi, c'est vrai, hein, on est beaucoup trop sur la planète Terre, mais clairement quand c'est dit comme ça, on a l'impression que c'est pas très gentil hein, de vouloir tuer des gens juste pour que la planète respire. Mais encore une fois, nous sommes des humains égocentrés, donc voilà, c'est normal. Donc, pour revenir sur ce tome-ci, il est question de survie, donc comme je vous dis, cette fois-ci, Amelia ne veut plus devenir la meilleure des meilleures, elle veut juste rester en vie. Plus ou moins parce qu'en fait elle est morte hein, dans le premier tome, je vous ai parlé de son assassin, de son meurtrier. Voilà, une fois qu'on devient faucheuse, c'est pas parce qu'on est toujours en vie, hein, c'est parce qu'on est morte. Et donc on a aussi la Santa Muerte qui est un personnage très mystérieux dans le premier tome qui apparaît très peu, je crois, elle doit faire 2 apparitions et encore. Et dans ce tome-ci elle est un peu plus présente, mais pas tant que ça non plus, et pourtant ça porte, le livre porte son nom. Alors c'est pas pour rien bien évidemment, hein, jusqu'à la fin on voit pourquoi, mais voilà,
c'est quand même pas le personnage principal. Alors bien que je n'ai au début de ma lecture eu aucun souvenir du premier tome, ou en tout cas beaucoup trop peu pour raccrocher les 2 tomes, bien que j'ai trouvé dans ce livre quelques coquilles qui m'ont gênée, surtout quand on pense que c'est une édition ultra méga prestige et qu'on voudrait un livre parfait, mais bon, en même temps les livres sans coquilles je crois que ça n'existe pas. Alors malgré tout ça, j'y ai trouvé quand même beaucoup de points positifs. Hein. Je vous dis cette limite, cette frontière très floue entre le bien et le mal, ces petites réflexions qu'on a sous forme de punchline qui finalement vous font dire ah ouais, voilà. Le fait qu'il y ait aussi un mélange de mythologie, que l'autrice ait pris une mythologie existante, style les cavaliers de l'Apocalypse, hein, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et qu'elle en ait ajouté, hein, comme par exemple en ajout que j'aurais en tête là, c'est pollution, parce que c'est vrai que la pollution nous tue à petit feu hein, aussi, alors plus ou moins à petit feu, mais voilà. Ce que j'ai aimé aussi, alors que d'habitude je suis pas trop fan, ce sont les complots qu'on peut avoir dans ce roman-ci, parce que je vous disais tout à l'heure, Red Death, donc notre petite faucheuse, elle a fait confiance à des personnes auxquelles elle aurait pas dû faire confiance, et puis vous voyez aussi de l'autre côté, dans l'autre camp, c'est un petit peu pareil. Voilà, donc entre la frontière du bien, entre le bien et le mal qui est très floue ou de plus en plus floue, les complots, les alliances pardon, qui peuvent se faire entre la vie et la mort, j'ai trouvé ça très intéressant aussi d'avoir les illustrations, enfin très intéressant, c'est magnifique, je veux dire, les illus, je vous remontre encore une fois la première, hein, pour pas trop spoiler le reste, c'est juste super beau. Et puis donc du coup avec cette illustration vous voyez, et puis à partir du moment où on a un gars, une fille, enfin voilà, souvent on a une histoire d'amour, c'est le cas. Par contre l'histoire d'amour elle est vraiment en arrière-plan. Donc il faut pas s'attendre du tout à une romance, c'est pas ça le but du jeu, elle y est. Parce qu'il n'y a pas de vie sans romance, hein, voilà, enfin je veux dire de vie sans amour ça n'existe pas ou très peu, enfin dans tous les cas dans votre entourage vous en aurez. Donc voilà, on a vraiment tout un spectre très intéressant, mais voilà, le fait que je sois pas rentrée complètement dedans dès le début, le fait que, je sais pas, je l'ai lu, je l'ai aimé, hein, mais c'était pas un coup de cœur, donc j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20, mais évidemment c'est une bonne note, hein, ça c'est sûr. Alors le dernier livre que je devais lire pour ce challenge, c'était Shining de Stephen King, qui est un vieux Stephen King. Moi j'avais vu le film avec Jack Nicholson il y a fort longtemps, et pourtant je l'ai toujours en tête. En même temps c'est Stanley Kubrick, donc c'est un bon film, j'ai envie de dire. C'est aussi l'acteur hein, qui fait que, parce que Jack Nicholson, je crois que tout le monde a vu cette image de lui avec la tête voilà, ou avec une hache comme ça, enfin bref. Donc de quoi que ça cause, et bien tout simplement de Jack, parce que ah ouais mais en plus je viens de réaliser que le personnage principal porte le même nom que l'acteur dans le film, ouais il m'a fallu tout ce temps pour réaliser, bref, sachant que c'est la 2e fois que je tourne cette vidéo. Bref, Jack Torrance, ou Torrance, enfin je sais pas, emménage avec sa famille, donc avec femme et enfant, un enfant, dans un hôtel pour pouvoir s'en occuper pendant la saison morte, c'est-à-dire qu'en hiver l'hôtel est fermé, mais il faut quand même le faire tourner parce qu'il est en montagne et que si on fait pas tourner les chauffages à droite à gauche de temps en temps, ça va prendre l'humidité, ça va prendre le froid, certains moteurs pourraient être gelés et ne plus jamais démarrer, de même pour les robinets, etc. Enfin bref. Vous avez compris le principe. Et lui, ça lui va très bien d'être gardien puisqu'il a une pièce de théâtre à finir d'écrire parce que oui, monsieur est écrivain, entre autres. Et donc c'est le travail parfait. Sauf que dès le début, on lui dit attention, il y a eu quelques histoires dans cet hôtel. Quand on lui cède les clés et le boulot, on n'est pas trop rassuré de savoir qui va s'y installer avec femme et enfant parce qu'il y aurait un risque. Mais bon, lui il a besoin de boulot parce qu'il vient de se faire virer. Et puis qu'être écrivain, ça gagne pas des masses, voilà. Donc il prend le boulot, il prend femme et enfant, il monte. Au début, presque tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que quand même, son fils, il a un ami imaginaire qui est très présent et à la limite oppressant. Parce que son fils a le don. Alors dans cette version que j'ai qui est très vieille, franchement je sais pas de quand elle date, mais elle est très vieille, on voit qu'elle a vécu. On appelle ça le don avec un D majuscule. J'ai vu qu'il y avait eu une nouvelle traduction. Il est possible qu'on ait appelé ce don
comme dans les derniers films qu'ils ont fait sur cet univers-là de Stephen King, le Shining, d'ailleurs c'est le nom que porte le roman, donc ce serait pas impossible que ce soit ainsi dans la nouvelle traduction. Quoi qu'il en soit, c'est un espèce de don de double vue où, grâce à cet ami imaginaire, plus ou moins grâce à lui d'ailleurs, hein, le gamin qui n'a que 5 ans peut voir l'avenir, il peut voir le passé, il peut voir des fantômes, il peut lire dans l'esprit de ses parents, enfin bref, il a un gros pouvoir, sauf qu'il n'a que 5 ans, qu'il n'est pas capable de tout comprendre, de tout gérer et que parfois ça lui fait peur. Ce qui est un petit peu normal. Donc voilà, on est un petit peu dans cette intrigue. Et puis avec ça, on a l'hôtel dans lequel il s'est passé plein de choses. Et voilà, donc on a un père de famille, d'une famille dysfonctionnelle, hein, parce que il s'est passé des choses entre lui et sa famille. Après vous avez la mère qui semble aussi un petit peu fragile, mais ça reste quand même une mère lionne, donc quand il s'agit de protéger son fils, eh ben, elle est là. Et puis ce gamin au milieu de tout ça, avec ses pouvoirs immenses et qui ne sait pas quoi en faire, qui sait déjà même pas ce que c'est. Voilà, c'est un livre qui est intéressant, mais voilà. Mais je l'ai pas fini et je le finirai jamais d'ici demain, hein. Je vous ai dit, je tourne le 14 et c'est demain la fin du challenge, le 15. Parce qu'il me reste pas moins de 250 pages à lire. J'ai lu à peine plus de la moitié en 15 jours puisque je l'ai commencé début novembre. J'avance très lentement à raison de maximum 30 pages par jour, donc voilà. C'est difficile, mais en même temps on se dit qu'on en a besoin, parce qu'en fait pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de l'intrigue, de pourquoi tel personnage agit comme ça, on a besoin de faire parfois des retours en arrière, sauf que c'est assez lourd, enfin ça alourdit je veux dire le récit, il y en a besoin, mais ça fait qu'on n'est pas toujours dans l'action et que donc c'est pas ce qu'on appelle un page turner quoi. Mais en tout cas de mon point de vue, hein, encore une fois ce n'est que mon humble avis, donc voilà. Par contre c'est sûr que je vais le terminer, de préférence avant la fin du mois parce que je voudrais revoir le film. Donc voilà, en plus ça me permettra de faire une comparaison. Voilà, je vais juste je prends mon temps pour le lire. Peut-être qu'il me faudra tout le mois. J'espère pas parce que j'aimerais lire autre chose, mais bon, au pire j'ai des petites lectures à faire. Donc voilà. Je sais pas si j'ai précisé pour quelle catégorie du Villains Books Challenge j'ai lu, enfin je suis en train de lire ce livre. C'était pour la catégorie Scar du Roi Lion. Donc une catégorie que, avec ce livre, je ne suis pas sûre de compléter. En revanche, comme on avait le droit de faire un mix entre les livres à lire, à la base c'est un challenge littéraire, hein, Villains Books Challenge, je sais qu'il faut lire des books, hein, des livres, voilà, pour ceux qui ne comprendraient pas mon anglais, hein, parce que le mot je pense que tout le monde le comprend, mais voilà. On pouvait également regarder des dessins animés, on en parle tout à l'heure, et on pouvait aussi faire des coloriages. Et donc je vais pas vous montrer mes coloriages parce que je n'en suis pas spécialement fière, parce que on en voit sur Twitch, Instagram et compagnie qui sont beaucoup plus réussis que les miens. En revanche, je trouve ça très relaxant de faire un coloriage, ça permet de se vider la tête, de varier les activités, et en plus c'est une activité que je peux faire avec ma fille puisqu'elle adore colorier, donc elle se dit allez viens maman on fait un coloriage, tu prends ton cahier, moi je prends le mien, et bref voilà. Et donc j'ai colorié pour la catégorie Scar, qui est donc le méchant du Roi Lion, j'ai colorié Kovu, et donc on peut dire que j'ai complété cette catégorie. D'autre catégorie que j'ai complétée à l'aide de coloriage, il y avait tout d'abord Jafar, donc le méchant d'Aladin, j'ai colorié Jafar, voilà. Il y avait ensuite la Reine de Cœur, j'ai colorié la Reine de Cœur, donc c'est de Alice au Pays des Merveilles. Alors j'aime pas trop Alice au Pays des Merveilles. La Reine de Cœur c'est un personnage que je n'aime pas. Alors je ne fais référence qu'au dessin animé parce que c'est la seule chose que j'ai vue. J'ai pas vu le film de Tim Burton, j'ai encore moins lu les livres de Lewis Carroll, pardon. Mais voilà, et donc du coup je crois que c'est peut-être pour ça ou pas. La Reine de Cœur est le coloriage le plus raté de tous les temps. Enfin non, mais disons que je n'ai pas pris les bonnes couleurs comme j'ai que des crayons, enfin bref. Soit. J'ai colorié également pour la catégorie Yzma, donc dans Kuzco, j'ai colorié Kuzco. Alors comme je disais, pour moi Kuzco c'est pas forcément un gentil, donc j'estimais que de colorier le personnage principal, le soi-disant gentil qui ne l'est pas vraiment, ça passait très bien. Et enfin dans la catégorie Hadès, qui est le méchant de Hercule, j'ai colorié Hercule tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai pas colorié Hadès, peut-être parce qu'il y est pas, parce qu'en vrai Hadès j'aurais adoré le colorier. Faudrait que je vérifie. Bah là j'ai pas le temps. Bref. Donc voilà, j'ai fait des coloriages pour ça. Et enfin, il me reste deux catégories dont je dois vous parler.
première c'est la catégorie Madame de Trémène, qui est donc la catégorie pour laquelle j'ai regardé Cendrillon. Un après-midi, je me suis posée dans mon lit, devant une télé, alors qu'elle est toute petite mais on s'en fout. J'étais tranquille et je me suis regardé Cendrillon. J'avais prévu de le regarder avec ma fille, mais il se trouve qu'elle l'a déjà vu et qu'en plus elle l'a pas aimé, donc voilà. Donc voilà, ça c'est encore une catégorie de cocher. Et la dernière catégorie que je devrais valider avec un dessin animé, c'est la catégorie du Prince Jean, donc le méchant dans Robin des Bois. Je vous mets l'affiche du film ici, enfin plutôt du dessin animé. Oh, c'est vrai, j'aurais pu regarder le film. Alors celui avec Kevin Costner, hein, pas avec Russell Crowe, je crois que c'est Russell Crowe qui a repris le rôle, mais moi je préférais celui avec Kevin Costner, c'était THE film. Bref, j'ai encore, maintenant voilà, bravo, maintenant j'ai les répliques dans la tête. Enfin bref, donc normalement ce soir, en revenant du yoga, parce que oui je fais du yoga, je devrais regarder ce film, ce dessin animé. Je voulais le regarder avec ma fille parce que vraiment j'avais envie de lui faire découvrir. Je voulais faire un coloriage, je me suis dit bah Stéphie, tu t'as pas fait de coloriage à ce propos là, tu peux. Voilà, enfin je veux dire cette catégorie là je l'avais pas encore validée, vu que c'est demain que ça se termine. Tu peux trouver un coloriage ça va vite, ça va te détendre, tu en as besoin vu ce qui t'attend au mois de novembre, et encore je veux dire, et sauf qu'il n'y avait pas, en fait dans mon petit carnet de coloriage il n'y a pas Robin des Bois. Je crois que Robin des Bois c'est un des grands oubliés des dessins animés Disney, et pourtant franchement j'en garde d'excellents souvenirs, c'est pourquoi il faut absolument que je me le revoie ce soir parce que clairement il est bien. Comme je vous ai dit, je voulais le regarder avec ma fille, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Pourquoi? Parce que pour moi, on regarde un dessin animé. Alors, ma fille est trop petite pour qu'on regarde ça le soir, hein. Donc pour moi, un dessin animé, ça va se regarder la journée, mais la journée seulement s'il fait pas beau. Et il se trouve que à chaque fois que ma fille était là, il faisait beau. Et que clairement, en octobre et novembre, quand vous avez des belles journées, vous sortez, vous en profitez, parce que vous vous doutez bien que ça ne va pas durer, même si j'habite en Provence. Ne serait-ce que quand il y a du vent, vous voyez, il fait beaucoup trop froid, hein. Il a beau y avoir du soleil, quand vous avez du vent, du mistral, vous sortez pas, hein, parce qu'il fait beaucoup trop froid. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez trouvé un peu trop brouillon au niveau des chroniques, des livres que j'ai pu lire, que je vous ai présentés, je suis absolument désolée. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, j'ai pas trop le temps, j'ai plein de trucs à faire. J'espère qu'elle n'est pas trop brouillon, mais si c'est le cas, si vous voulez avoir davantage d'informations de manière générale sur les lectures que je fais, mais également sur, pourquoi pas, mon côté autrice, ça se passe sur mon site steffiwolf.fr. Donc là vous avez quelque chose de plus cadré, de plus posé au niveau de mes chroniques. Vous en apprenez également davantage sur mon côté autrice. Côté autrice qui donc pour la période de Noël va se réveiller un petit peu, vous allez voir. Allez faire un tour, ça vous mettra la puce à l'oreille. Ou alors si vous êtes déjà allé sur mon Insta, vous savez. Je peux vous le dire, hein, on est entre nous, et puis de toute façon je vous l'ai déjà dit, il s'agit d'une romance de Noël, voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, vous pouvez également me dire en commentaire si vous aussi vous avez participé à ce challenge, si vous le découvrez, si vous auriez aimé y participer, comment est-ce que vous y avez participé si vous l'avez fait, est-ce que vous avez aussi fait un mix ou est-ce que vous vous êtes concentré concentré sur les books je veux dire. Voilà, donc dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi si vous êtes aussi fan de Disney que moi, si l'âge n'a pas d'importance et que l'on continue de regarder les dessins animés parce qu'ils sont tellement mieux que les films, sauf Robin des Bois du coup, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous en prie, faites-le, c'est le moment ou jamais si vous avez oublié de le faire. Et puis quant à moi, je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!